Dans les annales sombres de l'histoire médiévale, peu de figures sont aussi paradoxales et terrifiantes que Gilles de Retz. Cet homme, autrefois acclamé comme le plus ardent des compagnons d'armes de Jeanne d'Arc, celui qui se tenait à ses côtés lors des victoires les plus emblématiques qui sauvèrent la France de l'anéantissement, dissimulait un secret d'une noirceur abyssale, un abîme de dépravation qui défie l'entendement humain. Derrière les armures étincelantes et les manoirs fastueux se cachait un prédateur impitoyable. Un monstre qui a torturé et assassiné des centaines d'enfants innocents pour assouvir ses désirs les plus tordus et les plus répugnants. L'histoire, souvent romancée, de ses exploits militaires tenait tant à occulter la réalité macabre de ses crimes, peignant un tableau incomplet d'un héros déchu. Pourtant, la vérité était bien plus sinistre et plus dérangeante que n'importe quelle légende de trahison ou de folie passagère. Ces méthodes n'étaient pas le fruit d'une violence aveugle, mais le résultat d'un sadisme méthodique, d'une soif de cruauté qui s'est manifestée par des actes d'une indicible perversité. Il fut l'un des premiers tueurs en série documentés de l'histoire. Un seigneur puissant, dont la richesse et l'influence lui permirent d'opérer dans l'ombre pendant des années. Ses victimes disparaissant sans laisser de traces. Leurs familles désespérées sans pouvoir imaginer le cauchemar qui les avait engloutis. Ce n'est pas seulement le récit d'un noble qui a succombé à la folie, mais l'examen glaçant de la manière dont le pouvoir absolu et une fortune colossale peuvent corrompre l'âme humaine jusqu'à ses tréfonds les plus sombres, transformant un chevalier honoré en une bête immonde, dont les atrocités rivalisent avec les légendes les plus sombres de l'enfer. Nous allons explorer comment la réputation, la fortune et le statut social ont servi de voile à des crimes si monstrueux qu'ils furent presque inimaginables pour l'époque, révélant la capacité terrifiante du mal à se cacher derrière le visage de la respectabilité et de l'héroïsme. Le nom de Gilles de Retz évoque souvent des images de bravoure médiévale, de batailles épiques aux côtés de la pucelle d'Orléans, et du panache d'un grand seigneur du XVe siècle. Les chroniques officielles et les manuels d'histoire, dans leur empressement à célébrer les héros nationaux, passent souvent sous silence la réalité la plus atroce et la plus honteuse de son existence. On nous parle de sa richesse fabuleuse, de ses domaines étendus et de sa participation décisive à la libération d'Orléans. Mais on ignore sciemment les chambres secrètes de ses châteaux, les cris étouffés des enfants et l'odeur persistante du sang et de la chair brûlée qui y régnait. La vérité est bien plus effroyable que le mythe du chevalier sans peur et sans reproche. Ce n'est pas seulement un noble qui a dérapé, ou un homme qui a connu une fin tragique due à des accusations infondées, comme certains récits tendent à le suggérer. La réalité, c'est que Gilles de Retz fut un prédateur en série, un sadique méthodique et un tueur d'enfants qui a orchestré des centaines de disparitions et de meurtres, cachés derrière le voile de son immense pouvoir et de son intouchable statut social. L'horreur de ses crimes n'est pas une simple annexe de sa biographie, mais le cœur même de son héritage sombre. Le mystère ne réside pas dans sa culpabilité. Ses confessions détaillées, obtenues sans torture physique majeure et corroborées par des preuves accablantes, ne laissent guère de place au doute, mais plutôt dans la manière dont une telle abomination a pu se dérouler impunément, pendant des années, au sein d'une société prétendument pieuse et régie par des codes d'honneur chevaleresques. Comment un homme aussi proche du pouvoir royal et ecclésiastique, un pair de France, un maréchal de France, a-t-il pu échapper si longtemps à la justice pour des actes d'une cruauté inimaginable? Sa chute fut déclenchée non pas par la découverte de ses atrocités sur les enfants, mais par des conflits financiers et des litiges de propriété. Cela révèle une vérité dérangeante sur l'époque. La vie des enfants des paysans avait moins de valeur que la richesse des nobles. Ce n'est qu'après avoir épuisé sa fortune dans des entreprises folles et des rituels occultes que l'attention des autorités fut finalement attirée sur lui,
dévoilant un abîme de perversité que l'on n'aurait jamais soupçonné sous l'armure du héros. L'histoire de Gilles de Retz n'est pas simplement celle d'un chevalier ayant basculé dans la folie ou la criminalité. C'est un récit glaçant de la manière dont la puissance, la richesse et le statut social peuvent non seulement dissimuler les pires abominations, mais aussi les rendre possibles, en garantissant l'impunité pendant des années. La thèse centrale de cette exploration est que Gilles de Retz, loin d'être un cas isolé de dérangement mental, incarne la perversion des privilèges féodaux et la capacité terrifiante de l'élite à échapper à la justice. Son histoire est un testament brutal de la façon dont un héros de guerre, encensé par la nation et proche du trône, a pu se transformer en un monstre sanguinaire, se livrant à la torture, au viol et au meurtre rituel de centaines d'enfants, sans que le système social, politique ou religieux ne puisse ou ne veuille l'arrêter. Le véritable mystère et l'horreur ne résident pas seulement dans les détails répugnants de ses crimes, mais dans la facilité avec laquelle il a pu opérer. Sa fortune colossale lui a permis d'acheter le silence, de corrompre les fonctionnaires et de créer un environnement de terreur dans ses propres domaines. Ses liens avec la haute noblesse et l'Église lui ont conféré une aura d'intouchabilité, faisant disparaître les plaintes des familles paysannes dans les méandres d'une justice indifférente à la vie des humbles. Ce fut la culmination de son désordre financier, et non la découverte de ses atrocités, qui finit par le traîner devant les tribunaux, révélant ainsi une vérité dérangeante sur les priorités de l'époque. Cette histoire met en lumière la noirceur de l'âme humaine et la dangerosité des structures de pouvoir qui permettent à l'impunité de prospérer. C'est un avertissement intemporel sur les dangers de laisser un pouvoir illimité entre les mains d'individus corrompus, et sur la manière dont les institutions censées protéger peuvent, par aveuglement ou complicité, devenir les complices silencieux de l'horreur. Nous allons disséquer les mécanismes qui ont permis à ce prédateur de masquer sa nature diabolique derrière le prestige de son nom, dévoilant une facette de l'histoire qui est à la fois fascinante par sa singularité et terrifiante par ses implications universelles sur la justice, la moralité et la corruption du pouvoir. Le XVe siècle français, époque où Gilles de Retz exerça son terrible règne, fut une période d'une violence et d'une instabilité sans précédent. Un creuset de souffrance qui a indirectement façonné le monstre sous l'armure. La guerre de 100 ans, qui déchira le royaume de France de 1337 à 1453, avait plongé le pays dans un chaos endémique. Des décennies de conflits, de pillages, de famines et d'épidémies dont la terrible peste noire avait ravagé les campagnes, détruit les structures sociales et démoralisé la population. Le royaume était fragmenté, déchiré entre les factions loyalistes au dauphin futur Charles VII et les partisans des Anglais et des Bourguignons. Les campagnes étaient infestées de routiers, de soldats démobilisés et de pillards. Et la justice royale était affaiblie, voire inexistante. Dans de nombreuses régions, dans ce climat d'anarchie et de peur, la vie humaine avait peu de valeur, surtout celle des plus humbles. Les enfants, en particulier, étaient vulnérables, souvent livrés à eux-mêmes dans des villages dépeuplés ou sous la coupe de seigneurs locaux dont le pouvoir était quasi absolu. La religion, bien que omniprésente, était teintée de superstition et de fanatisme. Les croyances en des sisicés, en la sorcellerie, en l'alchimie et en des pactes avec le diable étaient monnaie courante. Même parmi la noblesse et le clergé. C'est dans ce contexte de désintégration sociale et morale qu'émergea la figure charismatique de Jeanne d'Arc. Une lueur d'espoir au milieu des ténèbres, qui inspira une ferveur religieuse et patriotique sans précédent. Gilles de Retz, par son alliance avec Jeanne, fut plongé au cœur de cette renaissance spirituelle et militaire. Mais cette même période, marquée par la violence endémique et la dévalorisation de la vie,
a pu aussi créer un terreau fertile pour l'émergence d'individus comme lui, capables de commettre des actes d'une cruauté indicible, sans susciter de soupçons immédiats. L'absence d'un État centralisé fort et l'autonomie quasi totale des seigneurs féodaux dans leur domaine créaient des poches d'impunité où les atrocités pouvaient se dérouler à l'abri des regards indiscrets de la justice royale ou ecclésiastique. Le silence des campagnes, le manque de registres civils fiables et la crédulité populaire face à des disparitions massives, souvent attribuées à la guerre ou aux bandits, ont permis à son règne de terreur de prospérer. La période fut également marquée par une soif d'enrichissement rapide et une fascination pour des pratiques ésotériques qui, pour certains, promettaient la fortune. Ce contexte troublé, où les lignes entre le bien et le mal étaient souvent floues. Un cadre idéal à un homme de son envergure pour masquer ses plus vils penchants. Au cœur de cette France déchirée émergea Gilles de Retz, né vers 1405, issu d'une des plus anciennes et des plus puissantes familles de française. Dès sa naissance, il fut doté d'un héritage colossal. Orphelin de père et de mère très jeune. Il fut élevé par son grand-père maternel, Jean de Craon, un homme d'une grande influence, mais aussi connu pour son caractère autoritaire et son goût pour la manipulation. Cet environnement familial, marqué par la puissance mais aussi par des mœurs parfois laxistes et une éducation axée sur les privilèges et la toute-puissance de la lignée, forgea un jeune homme habitué à ce que ses désirs soient assouvis sans contrainte. Gilles de Retz était un jeune homme intelligent, cultivé, passionné par les arts, la musique et le faste. Il était également un chevalier accompli, doté d'une force physique impressionnante et d'un courage indéniable sur les champs de bataille. Son ascension fut fulgurante. À peine sorti de l'adolescence, il se distingua par son zèle à défendre la cause du dauphin Charles. Alors que la France était sur le point de succomber aux Anglais, il fut parmi les premiers et les plus fidèles compagnons de Jeanne d'Arc, se battant à ses côtés lors des batailles décisives qui menèrent au siège d'Orléans et au sacre de Charles VII à Reims. Sa bravoure fut telle qu'il fut nommé maréchal de France à seulement 25 ans. Une distinction exceptionnelle pour un homme de son âge. Sa position, sa fortune et ses faits d'armes firent de lui une figure légendaire. Un héros national vénéré par le peuple et respecté par la cour. Cependant, sous cette façade brillante de piété et de bravoure, se dissimulait une personnalité complexe et tourmentée. Dotée d'une immense ambition, mais aussi d'une propension à l'excès et à l'autodestruction. Sa jeunesse fut également marquée par des comportements violents et des querelles familiales. Notamment des enlèvements et des actes de brutalité pour s'assurer des héritages. Ces premiers signes de dérèglement, ignorés ou tolérés par son entourage en raison de son rang, étaient les prémices d'une descente aux enfers qui allait bientôt engloutir d'innocentes vies, le jeune seigneur, habitué à la démesure et à l'impunité, ne connaissait pas de limite admise à ses désirs. Une faiblesse qui allait le précipiter dans l'abîme des horreurs et entacher à jamais le prestige de son nom. Le basculement de Gilles de Retz, du statut de héros national à celui de monstre indicible, trouve ses racines dans une combinaison toxique de facteurs personnels et environnementaux, exacerbés par le pouvoir quasi absolu dont il jouissait. Le premier élément déclencheur fut la fin de la guerre de 100 ans, et, plus spécifiquement, la mise à l'écart de Jeanne d'Arc, la disparition de la pucelle, capturée et finalement brûlée vive, laissa Gilles de Retz sans son guide spirituel et militant. Sans tennis, convie le bas. Yesida da
des sources et des dévotions et de son faste. L'absence de combat majeur le priva de l'exaltation de la guerre, le plongeant dans un ennui profond et une quête de sensations fortes qu'il n'avait plus sur les champs de bataille. C'est à ce moment que sa véritable nature, jusque-là contenue ou sublimée par la violence légale du conflit, commença à se manifester sans entrave. L'héritage familial joua également un rôle prépondérant. Gilles de Retz avait grandi dans un environnement où la puissance féodale était presque sans limite, où la vie des paysans n'avait qu'une valeur relative, et où l'on était habitué à obtenir ce que l'on désirait par la force ou l'intimidation. Son éducation le prépara à une vie d'excès, où la notion de responsabilité était souvent éclipsée par celle de l'impunité liée au rang. L'absence d'une figure paternelle, forte et stable, combinée à l'influence de son grand-père, Jean de Craon, homme impitoyable et manipulateur, ne fit qu'accentuer ses penchants autoritaires et son manque d'empathie. L'isolement de ces immenses domaines, loin des regards indiscrets de la justice royale, encore faible et fragmentée, lui offrit un terrain de jeu idéal pour ses fantaisies les plus sombres. Dans ses châteaux reculés du Maine, de la Touraine et de la Bretagne, il pouvait opérer en toute impunité. Les plaintes des familles paysannes, Etchanita, paysannes, étant systématiquement ignorées ou étouffées. La richesse colossale qu'il avait amassée, héritée de ses ancêtres et des rançons de guerre, lui permit de financer ses extravagances et, plus tard, ses abominations. Il pouvait acheter le silence, corrompre les fonctionnaires locaux et s'entourer d'une cour de serviteurs complaisants, prêts à exécuter ses moindres volontés, aussi macabre fût-elle. Enfin, la fascination de l'époque pour l'occultisme et l'alchimie, perçue comme des voies légitimes vers la connaissance et la richesse, offrit à Gilles de Retz un nouveau prétexte pour ses expériences les plus dépravées. Il se lança dans des rituels censés lui apporter l'or et le savoir. Des rituels qui, comme nous le verrons, exigeaient des sacrifices humains. Ce fut dans ce mélange explosif de pouvoir sans limite, d'ennui profond, d'une éducation permissive et d'une soif de l'interdit qu'éclot le monstre, préparant le terrain pour une descente aux enfers sans retour. Pendant des années, face à l'immense pouvoir et à la redoutable réputation de Gilles de Retz, il n'y eut en apparence aucune contre-force capable de l'arrêter. Son statut de maréchal de France, son immense fortune et ses connexions avec la couronne le rendaient quasiment intouchable. Cependant, l'étau autour de lui commença à se resserrer, non pas en raison de la découverte de ses crimes monstrueux, mais ironiquement, à cause de sa ruine financière. La première véritable contre-force qui finit par le traîner devant la justice fut la puissance croissante de l'Église, notamment l'évêque de Nantes, Jean de Malestroit, et l'inquisiteur de France, Jean Blouin. Leur motivation initiale n'était pas de venger les enfants disparus, mais de protéger les biens ecclésiastiques et les droits féodaux que Gilles de Retz, dans sa folie dépensière, vendait ou usurpait. Le pillage des terres de l'évêché de Nantes et d'autres propriétés religieuses, ainsi que ses dettes impayées envers des membres du clergé, finirent par attirer l'attention des autorités ecclésiastiques, qui avèrent des moyens d'action que la justice royale peinait encore à exercer pleinement. Le pouvoir de l'Inquisition, doté de compétences spécifiques en matière d'hérésie et de sorcellerie, devint un instrument redoutable. Gilles de Retz, en cherchant l'or par des moyens occultes et en se livrant à des pactes supposés avec le diable, ouvrait une brèche dans laquelle l'Église pouvait s'engouffrer. L'inquisiteur, alerté par les pratiques hérétiques et blasphématoires qui accompagnaient les rituels alchimiques de Gilles, vit là une opportunité d'agir, non seulement pour des raisons religieuses, mais aussi pour mettre fin à un scandale qui menaçait l'ordre moral et temporel.
une autre contre-force, plus silencieuse mais tout aussi implacable, fut la colère montante des familles paysannes. Pendant des années, leurs plaintes pour les enfants disparus furent ignorées, étouffées par la peur et la corruption. Mais l'accumulation de ces disparitions, le désespoir grandissant, commença à créer une rumeur persistante. Un murmure de l'horreur qui finit par atteindre les oreilles des autorités locales. Même si celles-ci étaient souvent réticentes à défier un seigneur aussi puissant. Ce sont les liens financiers de Gilles de Retz, et non la moralité de ses crimes, qui attirèrent l'attention des forces dotées du pouvoir de l'affronter. Une querelle de succession avec son cousin, Jean V de Bretagne. Duc de Bretagne, qui était également soucieux de maintenir l'ordre et la justice dans son duché, joua aussi un rôle crucial. Le duc, en conflit ouvert avec Gilles de Retz pour une question de vente de terre, ordonna finalement une enquête, donnant le feu vert aux autorités ecclésiastiques d'agir. C'est donc par une convergence inattendue de litiges financiers, de préoccupations territoriales et de la doctrine de l'Inquisition que le colosse aux pieds d'argile finit par être ébranlé, révélant au grand jour la véritable nature du monstre qu'il avait si bien dissimulé. L'événement qui précipita la chute de Gilles de Retz et révéla au monde l'horreur insoupçonnée de ses crimes ne fut pas la découverte macabre d'un enfant disparu, mais un acte de folie financière et une atteinte directe aux droits de l'Église. En 1440, après avoir dilapidé une fortune colossale dans des extravagances et des expériences alchimiques infructueuses, Gilles de Retz se retrouva au bord de la banqueroute. Dans un acte de désespoir et d'arrogance, il décida de vendre la seigneurie de Saint-Étienne de Mermorte à son cousin, Jean V, duc de Bretagne. Or, cette seigneurie incluait le prieuré de Saint-Étienne, une propriété ecclésiastique dont la vente était formellement interdite sans l'autorisation de l'évêque de Nantes. Cette transaction illégale, une violation flagrante des droits de l'Église et une offense directe à l'autorité épiscopale, fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. L'évêque de Nantes, Jean de Malestroit, outré par cet affront, et ayant déjà connaissance des rumeurs persistantes de disparition d'enfants dans les domaines de Gilles, saisit l'opportunité. Il avait déjà reçu des plaintes des familles paysannes d'Ans, Tavaille, mais celles-ci étaient restées lettres mortes en raison du pouvoir de Gilles. Cependant, l'atteinte à la propriété ecclésiastique fut une faute impardonnable dans un siècle où l'autorité de l'Église était encore immense. L'évêque obtint du duc de Bretagne, Jean VIII, et du roi Charles VII une autorisation d'enquêter. Le duc, qui avait lui-même des griefs contre Gilles de Retz concernant des questions de succession et d'héritage, et qui était soucieux. Une fois l'enquête lancée et l'excommunication prononcée, l'escalade des événements fut rapide et terrifiante, dévoilant l'ampleur insoupçonnée des abominations commises par Gilles de Retz. Après avoir défié l'Église pendant plusieurs semaines, Gilles fut finalement contraint de se rendre et fut emprisonné dans la Tourneuve, à Nantes. Ce n'était pas une capitulation, mais une illusion de contrôle, pensant encore pouvoir manipuler la situation. Cependant, une fois en prison, le processus de sa chute s'accéléra de manière irréversible. Les interrogatoires commencèrent, menés conjointement par l'évêque de Nantes, l'inquisiteur et des représentants de la justice ducale. Initialement, Gilles de Retz nia en bloc toutes les accusations, s'indignant de l'affront fait à son rang et à sa réputation. Il tenta de minimiser les faits, de discréditer les témoins et de se poser en victime d'un complot financier. Mais les enquêteurs, armés, des témoignages accumulés
et déterminés à briser sa résistance, commencèrent à interroger ses serviteurs les plus proches, ceux qui avaient été ses complices. La peur de la torture et la promesse de clémence pour ceux qui coopéreraient firent rapidement leur effet. Jean de Tourette et Henriette, deux de ses principaux domestiques et confidents, furent les premiers à briser le silence. Leurs témoignages furent un torrent d'horreur, révélant des détails si épouvantables et si nombreux qu'ils dépassaient l'entendement. Ils décrivirent avec une précision glaçante les rituels alchimiques et occultes, l'invocation des démons, et surtout les enlèvements systématiques d'enfants, garçons et filles, souvent âgés de moins de 12 ans. Ces enfants, attirés par la promesse de jeux ou de friandises, étaient emmenés dans les châteaux de Gilles, notamment à Machécoul, Tiffauges et Chantossé. Là, ils étaient soumis à des tortures inimaginables, à des viols répétés et à des mutilations, avant d'être finalement assassinés. Leurs corps étaient ensuite brûlés dans les cheminées des châteaux, ou démembrés et jetés dans des fosses ou des rivières, dans une tentative macabre d'effacer les preuves. Leurs aveux étaient telefotwani yintin tsasat, donkey sons ketelintini kinkini. Étant concordant et détaillé qu'il laissait peu de place au doute. La révélation la plus choquante fut le nombre de victimes. Les serviteurs avouèrent avoir été témoins de l'assassinat de plus de 140 enfants. Un chiffre qui allait choquer l'Europe entière. La pression psychologique sur Gilles de Retz fut immense, confronté aux aveux de ses propres complices, aux détails qu'ils donnèrent de ses crimes, et à la détermination implacable de l'Inquisition. Il commença à flancher. Son arrogance laissa place à la consternation, puis à une angoisse croissante. Alors que la réalité de son empire de l'horreur était mise à nu par ceux qui l'avaient aidé à le construire, il comprit que le jeu était terminé et que son masque de héros était définitivement tombé. La descente aux enfers de Gilles de Retz fut inexorablement précipitée par la trahison, non pas celle d'ennemis lointains, mais celle de ses plus proches et de ses complices. Ceux-là même qui avaient été les témoins silencieux et souvent actifs de ces abominations. Ce fut un isolement calculé, fruit de la peur et de la détermination des autorités à briser son cercle. Une fois enfermé à Nantes, le tribunal, conscient de la puissance et de l'arrogance du maréchal, comprit que la clé de sa confession résidait dans les témoignages de ses domestiques, ses confidents macabres. La promesse de clémence pour ceux qui coopéreraient, combinée à la menace de la torture et de la damnation éternelle, fut l'instrument qui brisa leur loyauté. Jean de Tourette et Henriette, deux des principaux familiers de Gilles, furent les premiers à céder. Leur décision de parler ne fut pas un acte de conscience tardive, mais une tentative désespérée de sauver leur propre peau. Ils révélèrent des détails horribles sur les disparitions d'enfants, les tortures infligées, les viols et les meurtres, décrivant avec une précision glaçante les rituels pervers qui se déroulaient dans les châteaux du Seigneur. Ces révélations ne furent que le début. D'autres serviteurs, des prêtres complices de ces rituels occultes, et même des parents éloignés, sentant le vent tourner, commencèrent à se désolidariser de Gilles de Retz. Les témoignages s'accumulèrent, corroborant les récits des premiers repentis, et peignant un tableau d'une horreur inimaginable. La trahison de ses confidents fut un coup dévastateur pour Gilles de Retz. Lui qui avait régné par la peur et la corruption, pensant ses secrets inviolables, se retrouva soudainement nu, ses atrocités mises à jour par ceux qui partageaient son quotidien. La solitude de sa cellule de prison, loin du faste de ses manoirs, fut accentuée par le silence radio de ceux qui l'avaient autrefois courtisé. La noblesse,
effrayé par le scandale qui éclaboussait l'un des siens. Et craignant d'être associé à de telles infamies, se détourna. Ses pairs, qui avaient non jadis combattu à ses côtés ou bénéficié de sa générosité, cessèrent toute communication, le laissant seul face à son destin. La cour du roi Charles VII. Yassasjour Eri Josh, à qui il avait rendu de si éminents services, resta muette, désireuse de voir l'affaire étouffée sans entacher la réputation des grands du royaume. Cet isolement, cette trahison généralisée de tous ceux qui l'avaient côtoyé, fut une torture psychologique insidieuse. Gilles de Retz comprit que son pouvoir était brisé, que son réseau de complicité s'était effondré, et qu'il était désormais seul face à la justice des hommes et celle de Dieu. Le maréchal de France, jadis l'homme le plus puissant de son pays après le roi, se retrouvait totalement démuni, dépouillé de son honneur, de sa fortune et de ses illusions d'impunité, préparant le terrain à sa propre confession, face à l'avalanche de preuves et aux aveux de ses complices. Gilles de Retz, acculé, tenta des mesures désespérées pour échapper à l'étau de la justice, révélant une arrogance et un déni qui défiaient toute logique. Initialement, il adopta une stratégie de défi absolu, niant farouchement toutes les accusations d'hérésie, de sorcellerie et, surtout, de meurtre d'enfants. Il se retrancha derrière son statut de pair de France et de maréchal, invoquant les privilèges de son rang pour tenter de discréditer la cour ecclésiastique et la justice ducale. Il déclara que ses juges n'avaient aucune juridiction sur lui, tentant de se poser en victime d'un complot ourdi par ses ennemis financiers et les jaloux de sa gloire. Cette manœuvre, aussi audacieuse fut-elle, échoua lamentablement face à la détermination conjointe de l'Église et du duc de Bretagne. Sa première tentative désespérée fut de se rétracter de ses premières admissions, après avoir vacillé sous la pression des interrogatoires et les témoignages de ses domestiques. Il tenta de revenir sur ses aveux, affirmant qu'ils avaient été extorqués sous la contrainte, même s'il ne fut pas soumis à la torture physique à ce stade de l'enquête. Il espérait semer le doute dans l'esprit de ses juges et des observateurs, cherchant à restaurer une once de crédibilité à son personnage public. Cette tactique fut vaine, car les détails fournis par ses complices étaient trop précis et trop nombreux pour être réfutés par une simple dénégation. Une autre mesure désespérée fut son appel à l'autorité royale. Gilles de Retz tenta d'interjeter appel directement au pape et au roi Charles VII, espérant qu'ils interviendraient pour le soustraire à la justice de Nantes. Il envoya des messagers, tenta de faire jouer ses dernières connexions, et espéra que la gratitude du roi pour ses services passés durant la guerre de 100 ans lui accorderait une protection divine et royale. Cependant, Charles VII, soucieux de ne pas s'immiscer dans une affaire aussi sordide qui impliquait l'Église et les affaires de son vassal, le duc de Bretagne, resta silencieux. La couronne avait déjà beaucoup à faire avec la reconstruction du royaume et ne souhaitait pas être associée à un scandale de cette ampleur. Le pape, quant à lui, laissa l'Inquisition faire son travail. Le maréchal de France, autrefois si influent, se retrouva sans recours, ses appels ignorés, sa puissance évaporée. C'est à ce moment que, toutes ses tentatives d'évasion ayant échoué, et face à l'imminence de la torture, il adopta la mesure désespérée de la confession. Voyant l'inutilité de sa résistance, et sous le poids de la culpabilité et de la peur de la damnation éternelle, il finit par s'effondrer, révélant l'ampleur inimaginable de ses crimes et se livrant à une confession qui allait choquer l'Europe. Le point de non-retour pour Gilles de Retz ne fut pas un événement unique, mais une conjonction
inéluctable de facteurs qui scellèrent son destin, la convergence des justices ecclésiastiques et séculières, et l'accumulation irréfutable des témoignages. Lorsque l'évêque de Nantes, l'inquisiteur et la cour ducale décidèrent d'unir leurs forces pour le juger, tout échappatoire lui fut fermé. Le tribunal ecclésiastique, sous la direction de Jean de Malestroit et de Jean Blouin, était d'une détermination implacable. Les accusations d'hérésie et de sorcellerie, liées à ces rituels occultes pour obtenir l'or, étaient prises très au sérieux à l'époque et ne souffraient aucune échappatoire. Les détails de ces pratiques, impliquant des invocations démoniaques et des pactes supposés avec le diable, rendaient en la position de Gilles intenable face à l'Église. Simultanément, la cour ducale, sous l'autorité de Jean V de Bretagne, s'intéressa aux accusations de rapt et de meurtre, qui relevaient de la justice criminelle. Le duc, dont les intérêts financiers étaient directement menacés par les agissements de Gilles de Retz, n'avait aucune intention de le protéger. La convergence de ces deux justices, chacune avec ses propres moyens d'enquête et de coercition, créa une pression insurmontable. Le second et plus puissant point de non-retour fut l'avalanche de confessions de ses complices. Les aveux détaillés de Jean de Tourette et Henriette, suivis par ceux d'autres serviteurs et complices, furent accablants. Leurs récits concordant des enlèvements, des tortures, des viols et des assassinats d'enfants, avec des précisions sur les lieux, les dates et les méthodes, ne laissèrent plus aucune place au doute sur la culpabilité de Gilles de Retz, confronté à ces témoignages, qui provenaient de son cercle le plus intime, et sachant qu'ils étaient obtenus sous la menace de la torture et de la damnation. Gilles de Retz comprit que son règne d'impunité était terminé. Il ne pouvait plus nier l'évidence. Ses tentatives de fuir, d'intimider ou de faire appel avaient échoué, et ses soutiens l'avaient abandonné. C'est à ce moment précis, lorsqu'il fut confronté à la preuve irréfutable et que toutes ses voies de recours furent épuisées, que Gilles de Retz, par un acte qui mêlait remords, désespoir et peut-être une forme de libération, choisit de confesser ses crimes. Cette confession, obtenue sans torture physique mais sous une pression psychologique immense, fut le véritable point de non-retour, scellant son destin de criminel et de damné, et ouvrant la voie à sa condamnation. Une fois la confession obtenue, la préparation pour la fin de Gilles de Retz fut un processus méticuleux, orchestré pour maximiser l'impact public de sa condamnation et de son exécution. Le tribunal, ayant obtenu ce qu'il cherchait, la reconnaissance de sa culpabilité par le criminel lui-même, se concentra sur la légitimation de la sentence aux yeux du peuple et de la noblesse. Les jours qui précédèrent à son exécution furent marqués par des rituels religieux. Après sa confession, Gilles de Retz exprima un profond repentir pour ses péchés, affirmant vouloir racheter son âme avant la mort. Il se soumit au sacrement de l'Église, communia, et reçut l'extrême onction. Ce repentir affiché, aussi sincère fut-il, servait également un but politique. Il montrait que même le plus grand des pécheurs pouvait trouver le pardon en reconnaissant l'autorité divine et en acceptant sa punition. Cela renforçait le pouvoir de l'Église et la légitimité du jugement. Pour la foule, c'était la preuve que le monstre était finalement tombé et qu'il reconnaissait ses fautes. En prison, Gilles de Retz fut autorisé à écrire son testament, un document où il disposa de ses dernières possatubistastan. Et demanda pardon à ceux qui l'avaient offensé. Il demanda également que les corps de ses victimes, s'ils étaient retrouvés, reçoivent une sépulture chrétienne, un geste qui, paradoxalement, soulignait l'ampleur de ses crimes tout en tentant de racheter sa moralité perdue. Ce testament, bien que privé, fut plus tard rendu public,
contribuant à consolider l'image du pécheur repenti. Le 26 octobre 1440, la sentence fut prononcée. Gilles de Retz était condamné à être pendu et brûlé. Cette double peine était réservée aux crimes les plus abominables, combinant l'infamie de la potence et la damnation du feu. La décision de le pendre avant de le brûler visait, selon les juges, à lui laisser le temps de la repentance finale et d'éviter la souffrance prolongée du bûcher pour ceux qui s'étaient à confesser et repentis. Cela était présenté comme une forme de miséricorde divine. Bien que la mort par le feu restât une fin terrifiante, la nouvelle de sa condamnation se répandit comme une traînée de poudre à travers la ville de Nantes et les campagnes environnantes. La population, longtemps terrorisée par les disparitions d'enfants et les rumeurs macabres, se prépara en masse à assister au spectacle de la justice. Des préparatifs furent faits sur la prairie de Biesse. Le lieu de l'exécution publique, la potence fut dressée et le bûcher construit, alimenté par des fagots de bois, des paquets de chanvre et des fagots d'os humains, ajoutant une touche de cruauté symbolique à l'événement. Le bourreau se prépara également à accomplir sa terrible tâche, assurant que tout serait prêt pour le grand spectacle final. La dernière représentation de la chute du maréchal de France. Le 26 octobre 1440, la prairie de Biesse à Nantes devint le théâtre de l'ultime acte du drame de Gilles de Retz. Une foule immense, venue des campagnes environnantes et de la ville, s'était rassemblée, mue par un mélange de curiosité macabre, de fureur vengeresse et de soif de justice. L'atmosphère était lourde de tension, imprégnée de l'anticipation d'un châtiment exemplaire. Gilles de Retz fut conduit de sa prison à l'échafaud, non pas avec des chaînes visibles, mais sous bonne garde, traversant les rues où son nom était jadis synonyme de gloire, et maintenant de terreur. Sur l'échafaud, il fut confronté au bûcher, déjà allumé, et à la potence. Il fut autorisé à prendre la parole une dernière fois, non pour se défendre, mais pour réitérer son repentir et demander pardon à Dieu et aux hommes. Ces dernières paroles furent un appel au salut de son âme, et une demande de prière pour les âmes de ses victimes. Il implora l'assemblée de prier pour lui. Un acte qui, pour beaucoup, semblait contredire l'horreur de ses crimes, mais qui, pour l'Église, témoignait de son ultime rédemption. Puis, le moment terrible arriva. Selon la sentence, Gilles de Retz fut d'abord pendu. Le bourreau, un professionnel habitué à ses tâches, s'assura que la corde était bien ajustée, afin de lui infliger une mort rapide. En guise de clémence pour son repentir, le corps du maréchal de France se balança un court instant, sa vie s'éteignant par strangulation. Mais avant que la mort ne soit complète, il fut détaché. Ce geste, parfois perçu comme une cruauté supplémentaire, était en fait une miséricorde médiévale pour les repentis, leur permettant de ne pas subir la totalité de la souffrance du bûcher. Le corps inerte de Gilles de Retz fut ensuite jeté dans les flammes du bûcher. Le feu, purificateur et dévorateur, commença son œuvre, consumant les restes du monstre. La fumée s'éleva dans le ciel de Nantes, portant avec elle les dernières traces de celui qui avait commis tant d'abominations. La foule observait en silence, observant le spectacle du châtiment. Peut-être avec un sentiment de justice retrouvé, peut-être avec une horreur persistante. Cependant, la scène ne fut pas totalement consumée. Pour les autorités, il était important que les restes de Gilles de Retz ne disparaissent pas entièrement, afin de ne pas en faire un martyr ou un objet de culte occulte. Ses principaux complices, Henriette et Jean de Tourette, qui avaient avoué leurs crimes et témoigné contre lui, furent égatés, exécutés le même jour et au même endroit, subissant le même sort par pendaison et par le feu. Scellant le chapitre sanglant de cette affaire, le bûcher continua de consumer la chair, les os et les péchés de Gilles de Retz.
marquant d'une tache indélébile la conscience de l'époque et laissant derrière lui une légende d'horreur qui allait traverser les siècles. Le spectacle de la prairie de Biesse ne se termina pas avec les dernières lueurs du bûcher. L'immédiat après-mort de Gilles de Retz fut orchestré avec une précision macabre, visant à s'assurer que le symbole du monstre serait entièrement détruit et que toute tentative de récupération, même posthume, serait impossible. Une fois les flammes apaisées, les cendres encore fumantes révélèrent les restes carbonisés de Gilles de Retz. Conformément à la sentence, le corps n'avait pas été entièrement réduit en cendres, car il était parfois d'usage de ne pas laisser le bûcher consumer intégralement les dépouilles des repentis, afin de marquer une distinction avec les hérétiques impénitents. Cependant, ces restes, méconnaissables et calcinés, étaient la preuve visible de son châtiment. Pour la foule, c'était la fin tangible du cauchemar, la destruction physique du prédateur. Mais pour les autorités, l'enjeu était de ne laisser aucune relique, aucun objet de culte potentiel, pour des fanatiques ou des occultistes qui auraient pu chercher à vénérer la figure du maréchal maudit. C'est pourquoi un soin particulier fut apporté à la dispersion des restes. Les cendres et les ossements calcinés, mélange répugnant de chair réduite en poussière, furent rassemblés par les agents du bourreau, plutôt que d'être enterrés dans un lieu public ou marqués d'une sépulture. Ils furent jetés jetés, sans cérémonie dans la Loire. Le fleuve, avec son courant puissant, devint la tombe finale du corps de Gilles de Retz, emportant les vestiges de ses crimes et de son châtiment vers l'oubli. Cette dispersion totale de ses restes physiques fut un acte symbolique fort, il ne devait rester aucune trace. Aucun lieu de mémoire pour celui qui avait souillé l'honneur de la noblesse et de la chevalerie. Ses complices, Henriette et Jean de Tourette, subirent un sort similaire. Leurs corps également jetés dans le fleuve après leur exécution, leurs biens, et ceux de Gilles de Retz, furent confisqués par la couronne et le duc de Bretagne, en guise de réparation pour les dettes et les dommages causés. L'effacement physique s'accompagnait ainsi d'un effacement matériel et social, scellant la ruine totale de sa lignée. Le lieu de l'exécution, la prairie de Biesse, fut ensuite nettoyé. Les traces du bûcher effacées, comme pour gommer l'horreur de ce qui s'y était passé. Pour la ville de Nantes, le spectacle fut une libération, un soulagement. Les familles des victimes, longtemps paralysées par la peur et le silence, purent enfin entrevoir une forme de justice. Même si la perte de leurs enfants était irréparable. Cependant, malgré tous ces efforts pour effacer le monstre, l'horreur de ses crimes et la manière de sa fin s'ancrèrent profondément dans l'imaginaire populaire, engendrant des rumeurs et des légendes qui allaient transcender les siècles, bien au-delà de la volonté des autorités de l'époque. L'exécution de Gilles de Retz et la révélation de l'ampleur de ses crimes eurent des conséquences politiques immédiates et significatives, bien au-delà de la simple punition d'un criminel. Sur le plan interne, la chute du maréchal de France fut une victoire majeure pour l'autorité judiciaire et morale de l'Église et du duc de Bretagne. L'évêque de Nantes, Jean de Malestroit, et l'inquisiteur Jean Blouin virent leur pouvoir et leur prestige renforcés, ayant démontré leur capacité à faire plier même un des plus grands seigneurs du royaume. Cela servit de rappel brutal que nul n'était au-dessus des lois divines et, dans une certaine mesure, temporelle. Même les plus puissants nobles, le duc de Bretagne, Jean Vy consolida également son autorité sur son duché. En mettant fin au règne de terreur de Gilles de Retz et en confisquant ses vastes domaines, il élimina un vassal à la fois imprévisible et dangereusement autonome. Cela permit une plus grande centralisation du pouvoir ducal et une réaffirmation de la justice du duc, renforçant la stabilité et l'ordre dans la région après des années de chaos. Pour le roi Charles VII, l'affaire fut délicate. Bien qu'il ait initialement donné son accord pour l'enquête,
il garda une certaine distance avec les procédures. Soucieux de ne pas entacher la réputation de la couronne en étant trop directement associé à un scandale aussi sordide, impliquant un de ses maréchaux. L'exécution de Gilles de Retz, un héros de la guerre de Cent Ans et un compagnon de Jeanne d'Arc, était une tache sur le passé glorieux de la royauté restaurée. Le roi se préoccupa de la perception de l'événement, s'assurant que la justice soit perçue comme impartiale et nécessaire, mais sans pour autant glorifier le criminel. La condamnation de Gilles de Retz envoya un message clair à la noblesse française, les privilèges féodaux. Bien qu'encore important, n'accordaient non plus une impunité totale, surtout lorsque les crimes étaient d'une telle abomination et qu'ils touchaient à l'ordre public et à la moralité religieuse. C'était un signe avant-coureur d'une centralisation progressive du pouvoir royal et d'un affaiblissement des autonomies seigneuriales. L'affaire permit également d'assainir le climat de peur qui régnait dans les campagnes bretonnes, où les disparitions d'enfants avaient créé une psychose collective. La justice, bien que tardive, fut perçue comme un soulagement immense par les populations, restaurant un semblant de confiance dans les autorités. L'immédiat après-coup fut donc celui d'une réaffirmation de l'ordre par le châtiment exemplaire d'une figure qui avait poussé les limites de la perversion et de l'impunité à leur paroxysme. L'impact de la chute de Gilles de Retz et la révélation de ses atrocités dépassèrent largement les frontières du duché de Bretagne, laissant une empreinte indélébile sur la conscience collective européenne et la justice des siècles à venir. À long terme, l'affaire Gilles de Retz devint un cas d'étude et un avertissement sur les dangers du pouvoir absolu et de la perversion. Son nom fut à jamais associé à l'horreur indicible, faisant de lui l'archétype du monstre aristocratique. Les chroniques et les récits populaires s'emparèrent de son histoire, la transmettant de génération en génération, souvent avec des embellissements terrifiants, qui renforcèrent son statut de figure démoniaque. Il fut l'un des premiers exemples notoires de tueurs en série documentés, dont la cruauté systématique marqua les esprits bien avant que la criminologie moderne ne définisse ce phénomène. Son cas influença la manière dont les autorités percevaient et traitaient les crimes de cette nature, bien que la vie des humbles continua à être de peu de valeur. La confession publique de Gilles de Retz et son repentir, bien que controversés pour leur sincérité profonde, eurent un impact durable sur la théologie de la repentance et du salut. Pour l'Église, son cas devint un exemple de la miséricorde divine accordée même aux plus grands des pécheurs, pourvu qu'ils se confessent et se repentent. Cela renforça le rôle des sacrements et de la confession dans la doctrine chrétienne, malgré la nature odieuse de ces crimes. Sur le plan judiciaire, le procès de Gilles de Retz est souvent cité comme un exemple de la complexité des juridictions médiévales, avec la collaboration ou la concurrence entre les justices ecclésiastiques et séculières. Il montra la capacité de l'Inquisition à débusquer l'hérésie et la sorcellerie, et son efficacité redoutable, même face à un homme de haut rang. Les méthodes d'enquête, bien que rudimentaires, et la pression psychologique exercée sur les complices et sur Gilles lui-même, posent des questions sur la notion de justice et de aveu à l'époque. Le scandale fut tel qu'il ternit temporairement la réputation de la noblesse française. Comment un maréchal de France, un compagnon de Jeanne d'Arc, avait-il pu se livrer à de telles atrocités? Cela souleva des interrogations sur la moralité et la responsabilité de l'élite dirigeante, renforçant le désir d'un pouvoir royal plus centralisé et d'une justice plus uniforme, capable de contrôler les excès des seigneurs féodaux. Enfin, et peut-être le plus durablement, l'histoire de Gilles de Retz inspira la figure légendaire de Barbe Bleue, le conte populaire qui narre l'histoire d'un riche seigneur cachant un secret macabre et des épouses assassinées dans son château, puise clairement son origine dans les atrocités de Gilles de Retz. Cette transformation en mythe
transmise oralement, puis écrite, assura l'immortalité de son nom dans la mémoire collective, le transformant en un archétype universel du mal dissimulé sous une apparence respectable. Un avertissement intemporel sur les dangers de la curiosité et de l'autorité sans limite. L'analyse historique de Gilles de Retz est un exercice délicat, teinté d'une fascination morbide et de débats persistants. Les historiens modernes se sont efforcés de séparer la légende de la réalité, la propagande de l'époque de la vérité des faits. Il est largement admis aujourd'hui que Gilles de Retz fut bel et bien coupable des crimes pour lesquels il fut condamné. Ses confessions, même si obtenues sous pression, étaient d'une telle précision et corroboraient si bien les témoignages de ses complices et les preuves matérielles, bien que rares, car les corps furent détruits, qu'il est difficile de les imputer uniquement à la torture ou à un complot. La nature sadique et rituelle de ces crimes, impliquant des tortures, des mutilations et des meurtres d'enfants, est attestée par de multiples sources judiciaires et ecclésiastiques de l'époque. Son héritage est paradoxal et profondément troublant. D'une part, il est le monstre sous l'armure, un cas d'école de la perversion et de la folie criminelle. Son parcours met en lumière la capacité des élites à abuser de leur pouvoir et l'impunité dont elles peuvent jouir face à la misère des humbles. La valeur moindre attribuée à la vie des enfants paysans et le silence des communautés par peur ou résignation soulignent une facette sombre de la société médiévale. Il fut le prédateur par excellence, exploitant les vulnérabilités du système féodal et les croyances populaires. D'autre part, son cas a suscité des analyses psychologiques rétrospectives, tentant de comprendre les motivations d'un homme qui, ayant tout, bascula dans l'abjection. Certains y voient un homme souffrant d'ennui et de mélancolie après la gloire militaire, cherchant des sensations fortes et une nouvelle source de pouvoir dans l'occultisme. D'autres évoquent des traumatismes infantiles ou des désordres de la personnalité. Cependant, aucune de ces explications ne justifie l'horreur indicible de ses actes. Le fait que sa chute ait été déclenchée par des problèmes financiers, plutôt que par la découverte de ces meurtres d'enfants, est un aspect particulièrement frappant et cynique de son histoire. Cela révèle une vérité dérangeante sur les priorités de la justice de l'époque, davantage préoccupé par la propriété et l'autorité que par la vie des plus vulnérables. Son procès fut à la fois une affaire d'hérésie pour ses pratiques occultes et une affaire criminelle pour les meurtres, illustrant la complexité des juridictions médiévales. Enfin, son diabolique héritage culturel, notamment à travers le conte de Barbe Bleue, a assuré sa postérité au-delà des cercles académiques. Il est devenu le symbole intemporel du mal sous la respectabilité. Un archétype du prédateur dissimulé, dont la noirceur continue de hanter l'imaginaire collectif. Rappelant que les figures les plus monstrueuses peuvent parfois porter les visages les plus honorables. L'histoire de Gilles de Retz, le héros de guerre devenu monstre, est un récit intemporel qui nous confronte à des vérités dérangeantes sur la nature humaine, le pouvoir et la société. Sa descente aux enfers, du panache chevaleresque à la dépravation la plus abjecte, offre une série de leçons qui résonnent encore, avec une force terrifiante à travers les siècles. La première leçon est celle de la corruption absolue du pouvoir sans limite. Gilles de Retz, doté d'une immense fortune, d'un statut intouchable et d'une autonomie féodale quasi totale, a pu opérer dans l'impunité pendant des années. Son histoire démontre comment l'absence de contre-pouvoir et de surveillance peut créer un terrain fertile pour les pires abus, transformant l'individu en tyran dans son propre domaine, au-delà de toute moralité. La seconde leçon est la vulnérabilité des faibles face à l'autorité. Ces victimes,
des enfants issus de familles paysannes et souvent isolés, n'avaient aucun moyen de se défendre ou de faire entendre leur voix. Leur disparition fut ignorée. Leur plainte étouffée par Exandila, Omassa, Alatalla, Popusso, et Tsoviandi et l'indifférence des puissants. Le cas de Gilles de Retz est un rappel brutal que, dans toute société, la justice doit être accessible à tous, sans distinction de rang social ou de fortune, et que les plus vulnérables sont toujours les premières cibles de la perversion. La troisième leçon est la facilité avec laquelle le mal peut se dissimuler derrière des façades honorables. Qui aurait pu soupçonner qu'un maréchal de France, un compagnon de Jeanne d'Arc, un homme pieux en apparence, pouvait être un prédateur aussi abject? L'histoire de Gilles de Retz nous met en garde contre la complaisance et l'aveuglement face à ceux qui exercent le pouvoir, soulignant que la respectabilité apparente peut masquer les intentions les plus sombres. La quatrième leçon est la puissance dévorante des obsessions et des vices. La soif d'or par l'alchimie. La quête de sensations fortes et la dépravation sexuelle ont conduit Gilles de Retz sur un chemin sans retour, le transformant en un être incapable de distinction entre le bien et le mal, obsédé par la satisfaction de ses désirs pervers. Sa fin tragique fut l'issue inévitable de cette spirale autodestructrice. Enfin, son cas reste un rappel persistant de la résilience du système judiciaire et de la capacité de la société à se purger de ses éléments les plus toxiques, même si cela se fait souvent avec une lenteur et une cruauté déconcertantes. Le fait que son châtiment ait finalement eu lieu, malgré son statut, est un témoignage du triomphe de la justice, même imparfaite, sur l'impunité. De héros à monstres, puis à légende de l'horreur. L'histoire de Gilles de Retz continue de hanter notre imaginaire. Elle est un avertissement intemporel, le mal ne porte pas toujours un visage effrayant. Il peut se cacher derrière l'éclat de la gloire. Et sa capacité à corrompre est d'autant plus terrifiante qu'elle s'exerce dans le silence des privilèges et l'indifférence aux souffrances des innocents.